Bonjour YouTube, c'est l'avant-avant-dernier match de l'Olympique Lyonnais en cette année 2024. Et pour l'énième fois de cette folle série, l'Olympique Lyonnais a gagné le foot ce soir au Groupama Stadium, au Parc Olympique Lyonnais, contre probablement le plus gros adversaire de la saison depuis Monaco au mois d'août. Victoire 3-2 de l'Olympique Lyonnais dans un match brillant de la part de l'Olympique Lyonnais, vraiment brillant, maîtrisé, l'un des meilleurs matchs de la saison dans le contenu, puisqu'on a tout eu ce soir du côté de l'OL. On a eu le talent, on a eu l'efficacité, on a eu le vice, on a eu la maîtrise, on a eu le pressing, on a eu vraiment un match, on va dire 60-70 minutes de très haute qualité du côté de l'OL de Pierre Sage ce soir, qui définitivement part pour plutôt bien finir l'année avant d'aller affronter dimanche le Paris Saint-Germain au Parc des Princes et ensuite le 32e de finale de Coupe de France, non 64e de finale de Coupe de France si je dis pas de bêtises, contre un obscur club du Nord. 2 matchs donc pour terminer la saison sur les chapeaux de roue que sont ceux de l'OL, puisqu'en 18 matchs l'OL n'a perdu que 2 fois et que ces 2 défaites sont plus ou moins des malentendus, puisque c'était la défaite contre l'Olympique de Marseille et la défaite contre Beşiktaş. Donc une deuxième partie d'année, une année même 2024 assez folle avec un OL qui ne fait que monter en puissance sous, évidemment, l'égide de son roi, de son petit prince, Ryan Cherki, auteur d'un but et de 2 passes décisives ce soir. Encore un match XXL de Ryan Cherki. Et on va prier. Et on va prier tous les saints du monde pour que Ryan Cherki reste avec nous jusqu'à la fin de saison, parce que Dieu sait que ça va être dur, tellement son niveau affiché depuis le début de la saison est absolument monumental. On va refaire un peu le film de cette rencontre. L'OL se présentait face à Francfort qui était déjà dans le top 8, qui était, je crois, 3e ou 5e, 3e, 4e, pardon, de la phase de poule de l'Europa League au début de cette 6e journée d'Europa League. Francfort, 2e de Bundesliga, de sacrés joueurs, notamment Omar Marmouche, on va en parler, qui clairement est un joueur qui va pas rester longtemps à Francfort à ce rythme-là. 4-2-3-1 pour l'Olympique Lyonnais, pas beaucoup de changements, si ce n'est quand même la présence d'Ernest Nuama sur l'aile droite et la présence d'une charnière centrale Niakate Douye-Kaletatsa plutôt que Clinton Mata. Ryan Cherki positionné en numéro 10, ça a plutôt bien réussi à l'Olympique Lyonnais, face à une équipe de Francfort où on avait plein de petits bons joueurs, notamment un ancien lyonnais, mais pas de l'Olympique Lyonnais, puisque c'est un ancien du FC Lyon. Et visiblement, la malédiction des anciens lyonnais ne fonctionne pas quand ce ne sont pas des joueurs de l'Olympique Lyonnais, puisque Farid Chaibi n'a pas marqué ce soir. Ouverture du score de l'Olympique Lyonnais à la 27e minute, signé Ryan Cherki sur une frappe déviée de Corentin Tolisso. Alors, je ne sais pas s'il le fait vraiment exprès sur cette frappe. J'ai l'impression qu'il le fait exprès de la toucher pour qu'elle monte et qu'elle trompe le gardien de Francfort. Ouverture du score, je dis n'importe quoi, pardon. Égalisation de Ryan Cherki. L'ouverture du score, c'est Knof qui avait ouvert le score au quart d'heure de jeu sur une belle saucisse de Douye-Kaletatsa. Je vous avoue que j'ai pas revu le but parce que j'étais de l'autre côté du stade, mais une belle saucisse de Douye-Kaletatsa. Égalisation donc de Cherki à la 27e minute, et à partir de cette égalisation, l'OL s'est transformé en un rouleau compresseur. Vraiment, il y a eu, on va dire, 20 minutes d'observation où Francfort était bien dans le match. Puis il y a eu ce but de Francfort qui arrive et on se dit, putain, ouais, vas-y. Et là, on a eu une réaction de l'OL avec ce but qui sort presque contre le cours du jeu au moment où Ryan Cherki égalise. Et à partir de l'égalisation de Ryan Cherki, on a senti une électricité dans le stade, une tension. Et cette équipe de l'OL, à partir de l'égalisation, s'est transformée en une équipe de bergers allemands, de roquets. Ils sont sautés à la gorge de Francfort. On finit une première période absolument brillante à seulement un but marqué, mais franchement, on aurait pu rentrer à la pause à 2 ou 3-1, ça aurait pas été scandaleux. Et un retour des vestiaires réussi de la part de l'OL, puisque Fofana marque le but à la 50e minute qui permet à l'OL de passer devant, sur une passe en retrait magnifique de Ryan Cherki. Et le 3e but, est signé Ernest Nuama, une sorte de Arjen Robben, voilà, enroulé pied gauche, lui qui avait tapé le poteau en première période. Un match abouti de Ernest Nuama, on a encore cru qu'il allait manquer de réussite jusqu'au bout. Réduction de l'écart par Marmouche à la 85e qui nous a donné une fin de match à la fois un petit peu caca-culotte et en même temps très tendu, puisque ce match a terminé avec, je crois, 11 ou 12 cartons au total. Match très tendu où on a vu un OL à la fois brillant mais aussi sérieux, notamment dans le pressing et dans le vice. Beaucoup de petites fautes qui ont fait dégoupiller les Allemands, beaucoup de cartons, beaucoup de vices tout simplement. On a retrouvé les crampes de Matic, on a vu des fautes d'anti-jeu qui sont pas forcément belles à voir, mais qui sont indispensables dans ce genre de match très tendu. Et c'est donc une victoire 3-2 de l'Olympique Lyonnais qui permet à l'OL de terminer cette année à la 4e place de la phase de poule de l'Europa League. Donc
officiellement qualifié pour les barrages et en très bonne position pour aller chercher le top 8 qui évitera donc le 16e de finale à l'OL puisqu'il reste 2 matchs à disputer pour l'Olympique Lyonnais. Ce sera un match contre Fenerbahçe en Turquie et un match à domicile contre Ludogorets. Ludogorets qui est 32 ou 33e et Fenerbahçe qui occupe la 21 ou 22e place. Donc autant vous dire que normalement ce sont des adversaires à la portée de l'OL et que l'OL n'a juste qu'à finir le travail pour s'assurer un top 8, ce qui est quand même assez inespéré quand on voit la défaite contre Beşiktaş et le match nul contre Hoffenheim, un OL qui donc a peur de pas grand-chose, franchement. Pas grand-chose. Que dire sur ce match, si ce n'est que sur le papier, ça avait quand même tout pour être un match piège, un adversaire costaud, un deuxième de Bundesliga, Francfort, avec une vraie belle équipe sur le terrain, une température absolument désastreuse au stade, puisqu'il faisait moins 2 degrés ce soir au Groupama Stadium. Il y a des matchs au Groupama Stadium. Je pense notamment à un match contre Guingamp il y a quelques années. Vous allez au stade, il fait -2, vous vous gelez, c'est un enfer, puis vous perdez. Et puis derrière, vous attendez les navettes pendant une demi-heure. Et quand vous arrivez chez vous, vous vous dites « je retournerai jamais dans ce stade. J'y retourne plus jamais ». Et puis il y a des matchs comme ça, où vous arrivez, il fait -2, vous vous gelez, et puis il y a un Noël qui vous réchauffe le cœur, et vous rentrez chez vous dans une navette qui fait la fiesta, et il est 23h45, vous arrivez chez vous, vous avez perdu vos membres inférieurs, mais quel plaisir ce soir. On en a mis partout, hein. Les sièges du stade ils sont blancs à la sortie du match, mais alors quel bonheur d'avoir enfin une équipe qui joue quoi, qui joue, quel bonheur. Qui a une âme, il y a vraiment quelque chose dans cette équipe, il se passe quelque chose. Elle me rappelle, moi, dans sa solidarité, dans sa cohésion et dans son état d'esprit, celle du Final 8, hein, où pareil, sur le papier, l'OL n'avait pas une demi-finale de Ligue des Champions dans les pieds avec Rudy Garcia. Et pourtant, on a vraiment le sentiment, je ne sais pas si vous l'avez senti à la télé, mais en tout cas du stade, vraiment, au moment où il y a l'égalisation de Cherki, il y a un truc qui se passe sur le terrain, en tribune, partout sur le banc. Moi, je me souviens, j'ai dit à mon pote à côté qui connaît pas le foot, hein, j'ai dit, tu vas voir, là, il va se passer des choses. Là, il y a un truc ça sent un truc. Ça sent quelque chose. Donc, voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a une ambiance, il y a une cohésion, il y a une union sacrée. On en avait déjà parlé l'an dernier, hein, à l'époque où John Textor avait un peu appelé à l'union sacrée et l'avait eu sur la deuxième partie de saison. Il est en train, je pense, de se passer quelque chose de très grand avec cette équipe. J'espère que ça va durer. J'ai terriblement peur du mercato d'hiver parce que on peut très bien tomber de haut avec des départs de Fofana ou Cherki. Mais je prie, je t'en supplie, John Textor, pitié, ne saccage pas cette équipe au mercato. Trouve des sous n'importe où. Trouve des sous, vends tout Botafogo, je m'en fous. Mais elle peut pas s'arrêter là, cette équipe. On peut pas la priver de Ryan Cherki pendant 6 mois supplémentaires. Laissez-lui son barreau d'honneur. Laissez-nous, Ryan Cherki, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, aller essayer d'aller chercher une finale européenne, un titre européen. On peut se permettre de rêver quand on voit ce qu'est cet Olympique Lyonnais par rapport à ce qu'il était il y a 1 an. Rappelez-vous, il y a 1 an, l'état de sinistrose. On en arrive à un point où on oublie que l'OL est interdit de recrutement, que l'OL a 500 millions d'euros de dette, que c'est le bordel pour cet hiver, parce que cette équipe sur le terrain est enivrante. Donc, vraiment pitié, John Textor, fais ton bordel, fais ta magie, fais tes magouilles, mais laisse-nous Cherki et Fofana jusqu'à la fin de la saison. Laisse-nous, il y a quelque chose de grand à aller chercher, pitié. L'année dernière, on est 18e à cette date. On est toujours 18e à cette date ? En tout cas, l'an dernier, on est au fond du trou. Hein. Rendez-vous compte, quoi. Est-ce que quand Monaco nous met 2-0 à domicile et qu'on sort d'un 0-3 contre Rennes à la première journée, vous vous dites, l'OL sera 5e de Ligue 1, 4e d'Europa League et enchaînera 18 matchs avec seulement 2 défaites et 4 matchs d'affilée en ayant marqué 3 buts. C'est quand même fou ce qui se passe, c'est quand même dingue. Et moi je retrouve le plaisir de suivre cette équipe parce qu'il y a une période l'an dernier où c'était vraiment un travail, je vais pas vous mentir. Alors oui, il y avait les débriefs et on essayait d'en rire ensemble et c'était agréable, mais il y a des moments j'avais vraiment pas envie de les faire les débriefs. J'avais vraiment pas envie de les regarder les matchs. Là, enfin, quel plaisir, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais enfin on coche sur le calendrier la date et on se dit un petit match de l'OL. Alors ça risque d'être dur contre le Paris Saint-Germain qui reprend confiance, qui individuellement, théoriquement est plus fort que l'OL, mais profitons-en tant qu'on peut. Parce que cette idylle, elle peut vite se terminer avec les problèmes hors sportifs que connaît l'OL. Mais voilà, on a quelque chose qui marche. Je voudrais quand même qu'on parle de cette solidarité et de Pierre Sage. Et de Pierre Sage surtout. On en a déjà parlé samedi dernier. Quand même, Pierre Sage, il arrive dans une équipe où il y a tout pour sombrer.
Une équipe qui est en décomposition totale, qui est remplie de zombies, qui sort d'un épisode terrible avec Fabio Grosso où littéralement rien n'a marché. Il récupère une équipe en fin de mercato avec des poids morts, avec des joueurs qui n'ont pas envie d'être là, avec des joueurs qui sont sortis du chapeau de John Textor comme Wilfried Zaha. Et le fait d'arriver à prendre ce vestiaire et d'en faire quelque chose de cohérent, de ressusciter quelques zombies, parce que Corentin Tolisso, le niveau affiché là, mais c'est... Il y avait un certain nombre de joueurs sur le terrain ce soir qui sont des joueurs de Ligue des Champions. Côté Francfort, on a Marmouche qui est d'un niveau absolument ahurissant, mais alors côté lyonnais, Nicolas Tagliafico, excusez quand même, je suis désolé, hein, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit. J'en ai entendu cet été nous dire « Ouais, bah Abner, ça fait très bien le tas, Tagliafico, vendez-le ». Qui nous disait que Tagliafico, bon, au final, c'est moyennasse. C'est pas si meilleur que Abner. Ouah, les gars, il était pas champion du monde pour rien, quand même. Nicolas Tagliafico, quand il a la tête à l'endroit, c'est un berger allemand sur le terrain. Il course tout le monde, il met des taquets à tout le monde. On dirait un CRS en manif, quoi. C'est un chien, Tagliafico. Donc quand même, j'ai rien contre Abner, mais Abner c'est pas pareil. Abner c'est un yaourt nature à côté de Nicolas Tagliafico. Quand vous voyez Maitland-Niles, rappelez-vous, les 6 premiers mois de son arrivée à l'OL, on sait pas ce qu'on va en faire, on sait pas ce qu'il fout là. Aujourd'hui, Maitland-Niles c'est la plaque tournante de cette équipe. Regardez, tactiquement, je supplie mon pote Florent Tonuti de faire vraiment, j'ai envie qu'il me fasse une demi-heure sur Maitland-Niles. Le placement, c'est encore plus criant vu du stade. Le placement de Maitland-Niles, c'est une œuvre d'art. La façon dont il bouge sur le terrain, dont il se place, tactiquement, ce que fait Pierre Sage avec Maitland-Niles, c'est extraordinaire et je pèse mes mots. Il est en position de numéro 10 sur le terrain, alors qu'il est arrière droit. Et vous avez Nuama, justement, qui est intéressant dans ce rôle-là. Et je comprends pourquoi Pierre Sage insiste avec Ernest Nuama. Parce que quand vous avez Ernest Nuama, ailier droit, vous avez un vrai ailier qui va coller la ligne. Et du coup, ça permet à Maitland-Niles d'aller jouer dans des zones offensives qui sont pas celles d'un latéral. Et moi, je trouve vraiment que cette utilisation de Maitland-Niles, elle est absolument brillante. Je suis pas analyste tactique, mais j'aimerais qu'on se penche justement sur cette utilisation de Maitland-Niles, parce que Sofiane, sur Twitter, avait dit que c'était le joueur le plus intelligent de cet effectif, mais je pense que c'est aussi le joueur utilisé le plus intelligemment de toute cette équipe. Vraiment, il est toujours dans les bons espaces, il a toujours le geste qu'il faut, il a une grinta de malade. Vraiment, quel joueur Maitland-Niles. Et encore une fois... faut voir d'où on revient, quoi. Quand il arrive à l'OL, on sait pas ce qu'il vient foutre ici. Hein. Moi, je me souviens que je me dis, oui, bah pourquoi pas. J'aime bien le joueur, mais pourquoi pas. Mais on comprend pas trop ce qu'il fout là, quoi. C'est une folie. Même Tagliafico. En fait, vraiment, Pierre Sage, il y a 2 aspects, je pense, sur lesquels il faut le sucer, hein, tout simplement. Il y a la gestion humaine. Parce que réussir à prendre ce vestiaire de 28 joueurs avec des mecs qui sont en fin de course à l'OL et en faire un groupe soudé là, qui se déchire tous sauf Orban et Zaha, mais tous, ça c'est extrêmement fort. Et tactiquement, ce qu'il fait avec les latéraux, spécifiquement les latéraux, je trouve ça grandiose, vraiment. C'est simple, hein, je veux dire, il n'invente pas le football, Pierre Sage. Mais regardez l'utilisation de Nicolas Tagliafico, regardez l'utilisation d'Hensley Maitland-Niles. Ce sont des joueurs qui sont extrêmement centraux. C'est les faux latéraux de Guardiola. C'est des joueurs qui jouent quasiment jamais sur la profondeur, sur l'aile. Tagliafico, combien de fois on le voit à un poste qui n'est pas le sien? Tagliafico, il y a des moments, il joue MOC, quoi. Il y a même des moments où il joue ailier, il joue neuf. Et c'est pareil pour Maitland-Niles. Et ça, avoir cette liberté-là d'utiliser les latéraux de façon aussi libre, aussi fluide, ça nécessite une discipline du côté des milieux de terrain et une discipline du côté des ailiers qui est monumentale. On pourrait pas avoir un Tagliafico qui joue autant au centre, autant dans l'axe, si on n'avait pas de l'autre côté un Malik Fofana qui fait des efforts monumentaux tout au long du match. On pourrait pas avoir un Maitland-Niles aussi efficace si on n'a pas un Ernest Nuama qui fait le boulot, si on n'a pas un Tolisso à ce niveau stratosphérique et un Matic à 35 piges qui colmate toutes les brèches. Enfin, je suis désolé, mais Matic, c'est un plombier, quoi. Il arrive, il met les rustines partout, là, hop là, ça fuit ici, pif, ça fuit là, bouf, hop là, pas de texte, ni clou ni vis, c'est bon, c'est fixé, tout va bien, quoi. C'est vraiment... Il y a un truc dans l'animation de cette équipe qui est génial, vraiment qui est génial. Et ça, franchement, ça fait combien de temps à l'OL qu'on n'a pas vu un mec faire des trucs? Voilà, un mec cuisiner, il fait sa petite cuisine, là, il y a tous ces petits ingrédients, là.
Il y en a qui sont un peu pourris au départ, et bah c'est pas grave, on enlève le bout pourri et on en fait une compote. Et voilà, et hop là, et on met ça sur la poêle et pif, ça fait comme dans Zelda là, vous voyez, quand vous aviez Peter Boss, ça faisait les plats dégueulasses qui donnent un demi-cœur, puis quand c'est Pierre Sage, ça met full bar et la barre d'endurance quoi. Pareil pour le pressing. J'ai vu, je crois que c'est Jérémy Lopez qui en a parlé sur Twitter, qui disait c'est donc ça le pressing offensif attractif que nous promettait Peter Bosz et qu'on n'a jamais eu finalement. Peter Bosz, il a complètement échoué à l'OL sur ce plan-là. On l'a, le pressing cohérent. Il y a eu des séquences de jeu qui étaient absolument étouffantes pour Francfort. Et Francfort, c'est pas les premiers pélos du coin. Hein. Francfort, c'est deuxième de Bundesliga. C'est une équipe qui est fiable, qui a des vraies qualités techniques, qui a des joueurs dans des registres différents. Moi, je trouve ça fou qu'on arrive enfin à faire ce pressing-là. Et on fait ce pressing-là avec Nemanja Matic, 35 balais, et Corentin Tolisso, qui était un cadavre il y a encore 6 mois. Bravo. Bravo. Voilà, bravo. Elle n'est pas parfaite, cette équipe. Elle a des trous d'air. On gagne 3-2. Pourquoi ? Parce qu'il y a une saucisse de Douye Keletatsar et il y a une fin de match qui est compliquée. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas idéale. Elle a encore une marge de progression qui est folle, notamment sur le plan défensif et sur la capacité à rester concentré quand il y a des changements par rapport au leader. Et c'est là la marge de progression de l'OL. Il va falloir que cette équipe elle soit capable de fonctionner sans Lacazette, sans Cherki, sans Tolisso, parce qu'on sait jamais, Tolisso il peut se blesser, Cherki il va partir. Et c'est là le plus grand défi de Pierre Sage, c'est qu'il va falloir réussir à garder ce fonctionnement-là avec un turnover au mercato. Il va falloir que on prend Almada, on sort Cherki, petit à petit, peut-être on aura 6 mois pour le faire. Il va falloir que on sort Lacazette, on met Mikotadze dedans, ça on n'y arrive pas trop mal. Il va falloir qu'on réussisse à un moment donné à ce que Matic, hop là, on l'enlève un petit peu et on met un petit Tanner Tessman par-dessus. C'est du fine-tuning, comme on dit quand on est un anglophone de merde, pour réussir à garder ce socle-là et pas être dépendant de joueurs de grand talent. Aujourd'hui, cette équipe, elle est portée par Ryan Cherki. Peut-être que demain, elle sera portée par Thiago Almada. Peut-être qu'après-demain, elle sera portée par, je sais pas, Tanner Tessman, au pif, j'en sais rien. Mais voilà, il y a quelque chose de cohérent, quelque chose de rassurant, un socle, une identité de jeu. Et moi, je suis content, voilà, je suis heureux, je suis désolé. Ça me fait plaisir, j'ai pas les larmes aux yeux, mais putain, je suis ému quand je suis au stade et que je vois cette équipe. Je dis, ça y est, on a une équipe. On l'a attendu, hein. Ça fait depuis 2020 qu'on l'attend, cette équipe. Ça fait depuis le Final 8, ça fait depuis Rudy Garcia, hein. Je suis désolé, il faut rendre à César ce qui est à César. La dernière équipe qu'on avait vue qui avait des grosses baloches, un peu de vis, du football, et qui était capable de s'arracher pour aller taper n'importe qui, c'était sous Rudy Garcia. Voilà, alors les résultats finaux sont pas top avec Rudy Garcia parce qu'effectivement il y avait toujours des trous d'air, mais c'est la première fois depuis 4 ans qu'on a une équipe où on se dit ouais, peur de personne. Venez le PSG, pas peur. Alors ça se trouve on en prend 5, hein, pas de problème. Hein. Mais on peut y aller là, on peut y aller. Ouais, on vous regarde dans les yeux. En plus il n'y a plus Mbappé. Alors moi je suis désolé, j'ai moins peur du PSG. Hein. C'est généralement le PSG les 5-6 dernières années, on arrivait, là tout guirait, puis il y avait un gros Mbappé qui arrivait avec ses gros muscles et une mandale dans la gueule. Donc là moi, je me dis ouais, on y va au Parc des Princes. On sera peut-être tapé, mais au moins on n'a pas peur. Donc voilà. Comme quoi, Olas avait raison avec ses coachs français. Ouais, bah c'est aussi l'enseignement, c'est que cette équipe, elle ne tourne qu'avec des coachs français. Effectivement. Après, il faut voir la gueule des coachs étrangers qui ont été pris. Je pense que Silvino était une erreur. On a voulu y croire, mais c'était un newbie qui avait aucune expérience. Peter Bosz, c'est clairement un malentendu. Très clairement. Parce que c'est pas un mauvais coach, Peter Bosz. Peter Bosz, au PSV, la seule équipe qui est capable de taper Peter Bosz, c'est le Stade Brestois. Donc je pense que Peter Bosz, il est juste traumatisé par la France. Voilà, c'est tout. Voilà, désolé Peter Bosz, peut faire 50 victoires d'affilée, t'arrives, tu joues Stade de Brest et puis voilà, dehors. Fabio Grosso, ça compte pas aussi, contexte affreux. Voilà. Mais non, bah écoutez, moi, plus que ça, je suis content pour Pierre Sage. Pourquoi je suis content pour Pierre Sage ? J'allais dire, c'est pas mon pote, c'est pas mon père, Pierre Sage. Parce que Pierre Sage, c'est de l'avis unanime de tous les gens qui l'ont côtoyé. Moi, je ne le connais pas personnellement, Pierre Sage. Mais tous les gens qui l'ont côtoyé avant m'ont tous dit que c'était un mec humainement au top. Et alors ça veut rien dire, hein, parce que je pense que Peter Bosz est une très bonne personne aussi. Hein, mais il mérite Pierre Sage. Parce que Pierre Sage, il avait une chance dans sa vie. Pierre Sage, à la base, il n'est pas programmé pour être coach d'une équipe qui joue la Coupe d'Europe. Hein. Pierre Sage, c'est un académicien, c'est un formateur, c'est un mec un peu régulier, comme dit Saïd Delarbre, un mec un peu random, quoi. Voilà, qui était voué dans sa vie à faire une très belle carrière de formateur, de directeur de centre de formation, d'adjoint, mais il n'était pas programmé pour ça, Pierre Sage. Et il a eu une chance, comme dans la chanson d'Eminem, la 8 Mile. Il a eu une chance, Pierre Sage. Il a eu une chance, et ça aurait pu très mal tourner parce qu'au bout de 3 ou 4 matchs, il est sur la sellette déjà. Hein.
Il y a un moment donné, s'il perd un match, je sais plus quel match au moment où il arrive, il sort, hein, il saute. Il a eu une chance. Et cette chance-là, il l'a prise. Et il l'a jamais lâchée. Et je trouve ça beau. Je trouve ça très beau qu'un mec comme Pierre Sage, qui aurait probablement mis 10-15 ans à trouver un banc en Ligue 1 en passant par toutes les embûches qui peuvent être imaginées dans ce coin-là, il a eu une opportunité dans sa vie de faire quelque chose de grand et il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Et moi, je trouve ça beau parce que moi, ce que j'aime dans le foot, et même dans le sport de manière générale, dans le foot, dans le vélo, dans tout ce que vous voulez, c'est raconter des histoires. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je m'en fous des résultats. Dans l'absolu, je m'en fous. Je préfère qu'on perde et qu'on fasse un super match rocambolesque plutôt qu'on gagne 1-0 et qu'on se soit fait chier tout le match. Je m'en fous. Voilà, il y a des gens, ils vivent par le résultat. Moi, je vis pas par le résultat. Je m'en fous. Je veux juste voir du beau foot au stade. Je trouve ça beau qu'on puisse raconter cette histoire-là de Pierre Sage. Parce que Pierre Sage, c'est un peu Ted Lasso. Hein. C'est un mec qui sort de nulle part dans une équipe qui est au bout du bout et qui réussit, un peu comme un shonen, par la force de l'amitié, parce qu'il a pris tous ses copains sur le banc, là, à toucher les sommets. Alors, les sommets, on n'y est pas encore, mais il a déjà touché une finale de Coupe de France, quand même. Hein. Mais j'ai envie que l'histoire soit encore plus belle. J'ai envie de pouvoir raconter un truc dans quelques années en vous disant, vous vous rappelez de Pierre Sage ? Voilà, vous vous rappelez ? Donc ça, c'est fou. C'est fou. L'histoire... En fait, il n'y a que des belles histoires dans cette équipe, pour l'instant. Il y a le retour de Lacazette en grâce. Il y a le retour de Mikotadze. Et Mikotadze, son histoire, elle reste encore à écrire. Elle a plein de pages à écrire, celle de Mikotadze. Il y a Cherki, qui aurait dû partir cet été, qui était vilipendé cet été, avec ses histoires d'entourage, avec ses histoires de prolongation de contrat, avec le parking de David Friot, avec tout ça. Et Cherki, il était laissé pour mort, presque. Il y a la renaissance de Ryan Cherki, qui va toucher les sommets, qui est ovationné par le stade, qui fait exprès. Et ça, je voudrais qu'on le signale, parce que j'aime beaucoup quand il fait ça, Ryan Cherki. Quand il est remplacé, Ryan Cherki, il sort pas du côté du banc, il sort de l'autre côté du terrain. Et puis il fait son petit tour de stade pour aller se faire applaudir les tribunes et tout ça. Comment vous voulez ne pas l'aimer, Cherki ? C'est tout, il y a une fusion entre ce joueur et le stade. Et c'est pour ça que je pense qu'il partira pas cet hiver, parce que l'histoire, elle est pas terminée. Et que Ryan Cherki, tout Ryan Cherki et tout entourage qu'il peut avoir autour de lui, je pense que Ryan Cherki, il aime trop cette ville pour pas entrevoir le truc grand qui peut potentiellement se passer. Et je peux pas croire qu'un Ryan Cherki qui peut entrevoir une finale à San Mamés d'une manière ou d'une autre décide de partir cet hiver. Voilà. Il y a d'autres histoires, hein, je veux dire, on peut toutes les faire. Toutes. On peut toutes les faire. Corentin Tolisso, il était mis au placard à double tour. On l'avait mis au vide ordure, Corentin Tolisso. Regardez la renaissance de Corentin Tolisso. Il a fait fermer les bouches de tout le monde. Moi, le premier. Et tant mieux. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir tort ? Qu'est-ce que c'est bon de devoir fermer sa grande gueule et de s'être trompé sur Corentin Tolisso ? Parce que personne n'aurait pu penser qu'il reviendrait à un niveau mais physique. Surtout ça, c'est pas juste un bon joueur de foot, Corentin Tolisso. L'abattage de Tolisso, la puissance de Tolisso, la lucidité de Tolisso, il est au meilleur niveau qu'il ait connu dans sa carrière. Je pense même qu'il est en train de toucher au-dessus. Et tout ça, voilà, moi quand je vois la photo que j'ai vu passer sur le compte de l'OL avec Lacazette, Tolisso et Cherki, bah je suis désolé, mais j'ai plus 33 ans, j'en ai 12, je suis devant ma télé, devant la Ligue des Champions, et je vibre avec l'OL comme si j'avais 12 ans. Voilà, c'est tout ce que je demande à ce club, moi, c'est de me faire vibrer. Je m'en fous si on fait caca culotte, je m'en fous si on perd des matchs, c'est pas grave, mais en tout cas, ça fait je sais pas combien de matchs d'affilée, ou victoire, match nul ou défaite, et ben on peut se dire à la fin du match, pas mal quand même. Défaite contre Beşiktaş, pas grave, pas mal quand même. Match nul contre Offenheim, dommage, mais pas mal quand même. Défaite contre Marseille, putain, on est revanchard parce qu'on n'aurait pas dû le perdre ce match. C'est bon, on gagne. Parfois on gagne, on n'est pas ouf, c'est pas grave. Mais c'est tout. C'est tout. Voilà, donc encore une fois, attention, parce que mercato d'hiver, pimpon, au secours les pompiers, la DNCG, voilà, pipi caca, la levée sur la bourse et compagnie. Profitons, parce que quand j'ai vu Ryan Cherki sortir ce soir, je me suis dit, ça se trouve, c'est la dernière fois. Je pense pas, parce que je pense qu'il partira pas en tout début de mercato. Mais pareil pour Ernest Nuama, même si Ernest Nuama, je pense qu'on est sur la fin de l'histoire, même s'il revient en grâce, c'est très bien pour lui, c'est très bien pour les comptes de l'OL. Cette histoire-là, elle peut vite être sabrée cet hiver. On va prier. Cherki va rester cet hiver. J'aimerais bien, les gars, voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Oui, Ernest Nuama, on en a parlé. Je suis content pour Ernest Nuama. Je suis content parce qu'il fait un vrai bon match en première période. Alors, il y a toujours ce problème de ne pas avoir de pied droit, mais il était maudit, ce garçon. Hein. Le nombre de poteaux qu'il a dû taper, je sais pas. Et là, il met son golasso quand même. Ça va lui faire du bien. J'aimerais bien qu'il finisse sur une bonne note, qu'il marque au Parc des Princes.
qui marquent contre Aulnois en Coupe de France et qui partent avec les honneurs de Lyon, qui nous laissent un bon souvenir au moment de partir, c'est quasiment sûr que Ernest Nuama partira cet hiver. On sait qu'il y a pas mal de clubs anglais qui sont dessus. Je pense que l'OL va rentrer dans ses frais. Enfin, pardon, Molenbeek va rentrer dans ses frais. Mais j'aimerais que l'histoire se mêle parce que je pense que c'est un bon gars, Ernest Nuama. Et j'aimerais qu'il réussisse ailleurs aussi. Je sais pas s'il va y arriver, mais oui, il a déjà marqué au Parc. Oui, effectivement, j'y étais en plus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, le retour du vice à l'OL aussi. Un peu de castagne, ça fait jamais de mal. Et je pense que c'était le dernier ingrédient qui manquait peut-être à Pierre Sage. Parce qu'il avait une équipe de gentils garçons, plein de talent, qu'il avait réussi à ressusciter. Il manquait la petite goutte de cochon. Vous voyez, la petite goutte de faute d'anti-jeu. On l'a eu ce soir, hein. On a eu plein de petites fautes bien sales. On a eu des fautes qu'on fait dégoupiller les joueurs de Francfort. Et ça, c'est important, ça. Ça, c'est important si vous voulez gagner des matchs contre des équipes qui sont théoriquement plus fortes que vous. Parce que Francfort, sur le papier, est plus fort que l'OL. Ce soir, ça se gagne aussi au mental. Hein. Le temps additionnel, il est vraiment scandaleux. Hein. Il y a 7 minutes, je pense qu'on joue 1 minute parce qu'on passe notre temps à se bagarrer. Il y a l'écran de Matic, il y a Fofana qui fait une faute affreuse. Ouais, mais alors, autant voilà, encore une fois, je condamne toute forme de vice, nanana. En attendant, c'est ce genre de trucs qui font gagner les matchs. Et quand on rembobine un petit peu sur les équipes de l'OL qui nous ont fait vibrer et qui ont tapé des belles choses, bah, il y avait ce vice-là. Hein. Il y avait la castagne, il y avait la bagarre, et moi, j'en veux bien de ça, vous voyez. J'en veux bien. C'est Matic qui donne son expérience. Bah oui, les crampes de Matic, les gars. On a retrouvé les crampes. Je me suis dit, pourquoi il sort pas, Matic ? C'est quand même le Paris Saint-Germain dimanche. Ce serait pas mal de sortir Matic, il est vieux. Mais en fait, je pense vraiment qu'il a laissé Matic sur le terrain pour qu'il ait des crampes. Voilà, oui, c'est pas bien. Le temps additionnel, il faudrait le prolonger dans ces cas-là. En attendant, on rigole bien. On rigole bien. Los Crampos, exactement. J'ai même pas regardé, je n'ai même pas montré les stats du match. Je voulais vous montrer les stats du match, juste pour vous montrer que c'est quand même un match extrêmement abouti de la part de l'OL. Alors, pas beaucoup de possession, paradoxalement. Je pense que c'est beaucoup lié au fait que le dernier quart d'heure est très largement à l'avantage de Francfort. 19 tirs à 7 quand même. Hein. Quand même, 19 tirs à 7. 6 tirs cadrés seulement. Beaucoup de fautes. Hein. Beaucoup de fautes. D'ailleurs, les cartons jaunes ne sont pas à jour puisqu'il y a eu un carton rouge aussi pour le coach de Francfort. C'était quand même un chouette match. Un chouette match, très intense. Très intense, peut-être 10-15 minutes un peu rompiche au début. Beaucoup d'intensité. Et je suis content de voir un OL qui sort vainqueur. L'entrée de Marmouche change tout. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas précisé ça, mais sur le terrain, Francfort laisse son meilleur joueur sur le banc, et quand il rentre, et surtout côté OL, il y a beaucoup de changements aussi. Les changements côté OL ont fait un peu de mal, et l'entrée de Marmouche change tout. Marmouche ne sera pas à Francfort l'an prochain. Hein. Marmouche, l'an prochain, il est très haut. Il est, je sais pas, à Liverpool ou au Bayern, j'en sais rien. Mais Marmouche, attention, hein. On en reparlera plus tard. Mais attention, déjà le mec c'est Juninho sur coup franc, alors on l'a pas vu ce soir, hein. Mais alors, oulala, quel phénomène, ouais, quel monstre. Non, il sera pas à l'OL. Désolé les gars, hein, il sera pas à l'OL parce que Marmouche, ça va partir pour 50 patates là. Hein. Voilà, c'est... Sortie de Ryan, entrée de Marmouche, ouais, c'est fort ce truc, hein, c'est fort ce poulet. Voilà, on a fait à peu près le tour hein, de toute façon de tout ce qu'il y avait à dire. Juste pour rappeler un peu les stats, 4 matchs d'affilée, l'OL marque au moins 3 buts. C'était pas arrivé depuis février 2017. J'ai vu la stat sur Twitter, je crois que c'est DataOL qui l'a posté. 2 défaites sur les 18 derniers matchs. Les 2 défaites, c'est Beşiktaş et l'OM. Donc en plus, c'est 2 défaites qui sont plutôt des malentendus. Il se passe quelque chose quand même. Hein. Il se passe quelque chose. Il sera à Botafogo. C'est les joueurs qu'il faut à Manchester United. Je sais pas à qui il faut ce joueur, mais il le faut à toutes les équipes. Hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter ? Il nous reste 2 matchs pour finir cette année. Il nous restera le Paris Saint-Germain dimanche. Et je pense pas que ce match soit du bonus. Souvent, on allait au parc en se disant bon, on va se faire trouer. Hein. Kylian Mbappé, il va encore prendre l'étoile avant de nous voir. Et il va y avoir la petite musique comme dans Mario. Et on va se faire ouvrir. Pour moi, il y a Chermouet, Parc des Princes. Parce que si l'état d'esprit est le même que ce soir, si le vice est le même que ce soir, il y a moyen de les prendre à la gorge, les Parisiens. Donc voilà, on y va pour au moins ne pas perdre, je pense. Mais je ne serais pas immensément surpris que l'OL réussisse à faire un coup au Parc des Princes. Et puis derrière, on terminera l'année par un match contre Aulnois, qui est une équipe de R2 ou de R3, je ne sais plus. Bon, là, il ne faudra pas faire les cons parce qu'ils risquent de faire -12 à Valenciennes. Mais il y a moyen qu'on passe les fêtes de Noël avec du baume au cœur quand même. Voilà, donc petit Papa Noël. Pour Noël, j'aimerais 2 victoires pour terminer la saison.
avant qu'on coupe et qu'on se retrouve au milieu du mois de janvier, normalement. Voilà, victoire 2-3 avec un scénario à la lyonnaise. Écoute, c'est tout le mal que je nous souhaite. Tout le mal que je nous souhaite. N2, et merci pour la précision. C'est une équipe de National 2. Aulnois. Voilà, on va passer aux notes, si vous le voulez bien. Hop, je vous mets les notes qui vont s'afficher ici. Je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs via le lien qui s'affiche dans le chat Twitch ou en description de la vidéo YouTube. Et normalement, vous l'avez là où mon doigt pointe. Vous devez avoir ici un petit rond. Et si vous cliquez dessus, vous avez directement le lien vers le site pour noter les joueurs. On fera un petit bilan après le match contre Aulnois. Voilà. Alors, les notes de ce soir. Lucas Perry, j'ai pas trouvé que c'était un match incroyable de Lucas Perry. 2 buts encaissés. Sur le deuxième, il peut pas grand chose. Sur le premier, c'est plutôt Kaeta Tsar qui fait n'importe quoi. Mais les sorties aériennes de Lucas Perry, il y a eu notamment une sortie sur. Déjà, les relances au pied étaient pas bonnes ce soir. C'est assez rare pour être signalé, mais c'était pas bon pour les relances. Vraiment, pas en confiance ce soir, Lucas Perry. Il y a eu notamment un corner où il fait n'importe quoi. N'importe quoi. Donc vraiment, je trouve pas que ce soit un match fabuleux de la part de Lucas Perry. Moi, je vais mettre 5, parce qu'il n'y a pas non plus de grosses erreurs, mais c'est pas un bon match pour moi de Lucas Perry. La défense centrale, Niakate, je l'ai trouvé vraiment très très bon ce soir. Vraiment très bon, imposant, sérieux, serein. Il y a quand même 2 buts encaissés malheureusement. Mais vous êtes dur avec lui, vous imaginez avec Lopez, c'est match de pied. Bah, non, mais c'est pas un bon exemple. Je trouve que c'était un bon match de Niakate. Fort dans les duels, mais quand même 2 buts encaissés, donc on va pas monter très très haut. Kaeta Tsar, alors oui, il y a cette grosse saucisse en début de match. Espèce de tacle de saumon de la tête là. Mais sur le reste du match, je l'ai pas trouvé si nul que ça, Kaeta Tsar. Je l'ai pas trouvé si affreux. Alors oui, il y a quand même une erreur qui coûte un but et ça peut coûter très cher. Mais je l'ai pas trouvé si dégueulasse sur le reste du match. Donc je vais être assez généreux et je vais mettre 4.5, c'est quand même une erreur qui coûte un but. Mais franchement, ça va. Les latéraux, un bonheur, vraiment un bonheur. Tagliafico, Maitland Nice, pour moi les deux ont été excellents. Excellent. Je vais mettre 7 aux deux parce que je sais pas comment les différencier. J'aurais peut-être presque envie de mettre plus à Tagliafico, que j'ai trouvé monstrueux ce soir, notamment au niveau des duels. Enfin vraiment le chien fou quoi. Le chien fou, la rage de Tagliafico effectivement sur les tacles, c'est ce que tu me dis là, Genesis. Waouh, la folie quoi. J'ai trouvé Aymen meilleur. J'ai trouvé les deux très très bons moi. Vraiment les deux très très bons. Et encore une fois, je pense que leur utilisation, elle est vraiment folle quand même. Hein. Vraiment folle. Les interventions défensives sont un peu affreuses. Oui, c'est vrai qu'on va mettre 4 à Kaeta Tsar parce qu'il y a une saucisse en fin de match quand même aussi. Excellent. Ouais. Vous savez quoi, j'ai envie de mettre 7,5 aux deux. Voilà. Parce que je les trouve vraiment dans l'utilisation assez fou quand même. Moi de voix suite. Milieu de terrain. Bah, c'est 2 très bons matchs en vrai. Hein. 2 très bons matchs. Matic, il est revenu à son meilleur niveau, Matic. Il est increvable quand même, Matic. Il est vraiment increvable. Hein. Il a été d'une propreté, surtout sur les interventions défensives, Matic. C'est ça que je signale dans un match où il y a eu quand même énormément de fautes. J'ai trouvé Matic extrêmement propre. 7 pour Matic. Corentin Tolisso, niveau stratosphérique ce soir. Une passe D aussi. Non, il y a 3. Non, si, la passe D pour Cherki. Si, ça compte comme une passe D, même si c'est une frappe. Encore un match monstrueux de Corentin Tolisso, hein, en vrai. Hein. Est-ce qu'on met 7,5, est-ce qu'on met 8? Je sais pas. Je vais mettre 7,5. 7,5, allez, je pense que c'est suffisant, parce qu'il n'y a pas quand même un doublé quoi que ce soit. 8, ce serait un doublé ou quoi que ce soit. Mais top player. Ouais. L'attaque, on va commencer par les ailiers. Fofana, un match avec un tir cadré, un but. Et alors, une activité de la part de Fofana. Le chien fou, quoi. 95 minutes de malade, Fofana. Partout en défense. Ça lui coûte presque un petit peu de sa qualité offensive parce que il peut pas être partout tout le temps. Mais à la façon dont Fofana s'est arraché pendant tout le match, mettez-le sur le marathon. Je sais pas, faites-lui faire le 50 km marche. Hein, il se chiera pas dessus comme Yohan Diniz. C'est un monstre. 8. J'ai mis 78. 8 pour Fofana. Nuama, alors une première période. Pareil, beaucoup d'activités de Nuama, mais une première période où il n'est pas verni, un peu de déchets. Mais il y a ce but où je pense vraiment que le Nuama qu'on a vu depuis 1 an et demi, alors vous allez me dire c'est long 1 an et demi à attendre, mais Nuama, il lui faut de la confiance. Moi, j'y crois toujours à la théorie du ketchup.
Je pense que ce ketchup, il se déroulera ailleurs qu'à Lyon, probablement en première ligue. Mais le jour où ce garçon, il aura plus de confiance en lui, ça va devenir un très bon joueur de foot. Très très bon joueur de foot. J'aimerais que Cherki soit peut-être un tout petit peu plus gentil avec lui, parce qu'il a quand même tendance à l'engueuler un peu facilement. Ouais, le but est magnifique quand même de la part de Nyama. Alors oui, c'est un match où il y a encore un peu trop de déchets à mon sens, mais il y a un beau but, 7. On va noter Lacazette avant de noter Cherki, on va garder le meilleur pour la fin. J'ai trouvé que c'était un bon match de Lacazette, même si malheureusement, il y a un peu de raté devant le but. Il y a notamment cette frappe où il est tout seul, même s'il se l'emmène très très bien avant de rater le face-à-face. Dans l'activité, je trouve que c'est un bon match de Lacazette. C'est un match de leader, c'est un match de patron. Il prend son carton jaune parce qu'il harcèle les attaquants toute la rencontre, jusqu'à ce qu'il se fasse remplacer par Mikotadze. Vraiment une très très grosse. Moi honnêtement, ça me dérange pas que Lacazette marque pas de but s'il a cette activité-là. C'est pas. On a eu du mauvais Lacazette en début de saison. Hein. On a eu le Lacazette qui fait la gueule, le Lacazette désagréable qui râle. Ça c'est un bon Lacazette, ça. Ça c'est un très bon Lacazette. C'est un Lacazette qui a une activité de dingue. On voit très bien que c'est plus le Lacazette d'il y a 2 ans, qu'il a plus le coup de rein, qu'il a peut-être un peu moins de finition. Mais c'est un bon Lacazette. C'est un Lacazette qui tire toute l'équipe vers l'avant. Donc non, c'est pas un 8. C'est pas un 8 pour Lacazette ce soir, mais c'est clairement pas un 5. Pour moi, c'est un 6,5 parce que si ce Lacazette-là, qui tire l'équipe vers le haut, il est là à tous les matchs, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Et on va terminer avec Ryan Cherki. On en a déjà beaucoup parlé et on parle que de lui. Et rappelez-vous la LZ en fin de mercato dernier, où je vous ai dit, j'en ai ras-le-bol qu'on parle de Cherki. J'en ai marre qu'on parle que de Cherki. J'en ai marre qu'on parle de son contrat, de la place de parking de David Friot, de son entourage, de ses déclats dans la presse. Ouin. Quel plaisir de parler que de Cherki pour le foot. Enfin, je suis désolé. Moi, Cherki, vous me dites, il reste à l'OL l'an prochain, je prends mon abonnement, j'en prends 2, j'en prends 3, j'en prends 4 même. Et je vous fais tous croquer. Tous. Parce que Cherki, il mérite qu'on aille tous au stade. Ce Cherki-là. Et je pense, et vous allez dire, ouais, mais Charlie, t'es bourré. Je suis pas bourré déjà. C'est le meilleur joueur d'Europe, là. Je sais pas qui y a au-dessus de lui, là, en ce moment. C'est monstrueux. Il fait tout bien. Tout. Voilà. Un but, 2 passes D. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il est trop fort. Trop fort. Ouais, peut-être Palmer, ouais. Allez, Cole Palmer et Salah. Allez, d'accord. Et il y a de la Yamal. Ok, d'accord, allez. Ouais, vous allez dire que je suis un footix. Mais encore une fois, on est là pour l'émotion, les gars. Et quand on va au stade, il fait -2, on a froid, et qu'on voit Ryan Cherki, bah il fait plus froid. Voilà, c'est bon, c'est l'été, on est aux Bahamas. On est sur l'île privée de John Textor, les doigts de pied en éventail, on peut se foutre torse-poil, on n'a pas froid, parce qu'il y a Ryan Cherki sur le terrain. Et surtout, il y a un truc avec Cherki. Il l'a dit là dans l'interview, je sais plus à quel média il l'a donné, il a dit je suis en train de trouver le joueur que je voulais être, ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ça. Cherki, il a compris qu'il était au-dessus de manière générale, mais qu'il y a un truc, et on l'a vu ce soir, sur lequel il n'a pas travaillé suffisamment tôt, parce qu'il a une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne, mais il y a un truc que Cherki a, et qui fait de lui un des meilleurs joueurs d'Europe actuellement, les passes. Cherki, il a une vision du jeu qu'on a souvent oubliée parce qu'on a pensé à la qualité technique, à l'ambidextre et compagnie. Il sort des passes. Il y a des passes, personne ne les voit à part lui. La passe qu'il fait à Ernest Nuama, c'est une passe à la Kevin... Il n'y a pas 10 joueurs en Europe qui peuvent faire cette passe-là. Je suis désolé. Donc on va d'abord mettre le 9 et ensuite on va mettre 8,5 à Pierre Sage et on va repasser en plein écran parce que je voudrais clipper ça. Voilà. Juste parce que je pense que c'est important et si on doit garder un truc de ce match-là, c'est ça. Cherki, il n'y a pas 10 joueurs en Europe qui sont capables de faire la passe qu'il fait à Ernest Nuama. Personne ne la voit. C'est des passes Ligue des Champions, c'est des passes Kevin De Bruyne, c'est des passes qui n'existent pas dans le commun des mortels. Et je pense que c'est ce truc-là, parce que Cherki, à un moment donné, il a compris qu'il était capable de faire encore mieux jouer les autres que lui-même joue. Il a épuré son jeu. Il est devenu un joueur qui joue simple, qui joue intelligent, qui percute quand il faut percuter, qui accélère. Déjà, qui a une capacité d'accélération désormais, ce qu'il n'avait pas avant. Et surtout, il a cette capacité de passe. La passe qu'il trouve pour Malik Fofana sur le 2e but, elle est magique. Elle est facile à voir, hein, mais elle est très dure à exécuter. Mais alors, la passe qu'il fait pour Nuama, moi, je me suis levé de mon siège, vraiment. Et ça, bah, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas 10 joueurs en Europe qui sont capables de le faire. C'est tout.
Donc voilà, Cherki était en conseil de discipline, maintenant il a fait cessation ce trimestre. Ouais, et c'est ça qui est beau. Il va aller au bout de l'histoire avec l'OL, Cherki. Et moi, j'aurais été immensément triste qu'il prenne la trajectoire de Oussama Aouar, par exemple, qui n'est pas allé au bout de l'histoire avec l'OL, qui a touché un petit peu les étoiles vite fait, et il est redescendu, et ça s'est fini en autre boudin, et maintenant Oussama Aouar, il est au fin fond des Émirats. Cherki, j'ai eu peur à un moment donné qu'on reste sur notre fin, et qu'il touche jamais les étoiles. Il y a eu un autre exemple comme ça, il y a eu Fares Balouli. Fares Balouli, il était programmé pour aller toucher les étoiles. Fares Balouli, c'est le joueur, plus que Cherki, qui quand il était en jeune à l'Olympique Lyonnais, il était 1 milliard de kilomètres au-dessus de tous les autres. Et Fares Balouli, il a jamais réussi à passer le pas. Et j'ai eu peur à un moment donné que Ryan Cherki n'arrive jamais à comprendre ce qui fait de lui un joueur différent, qui reste bloqué dans cette espèce de prétention de joueur qui fait Samba de Janeiro et compagnie. Ça y est, il le touche là. J'espère qu'il va le toucher longtemps et qu'il va le toucher encore plus haut et qu'il va aller encore plus haut sous l'égide peut-être d'un autre coach, d'une autre équipe, d'une autre discipline. Mais là, on y est là. Là, on y est. Et je suis désolé, je vais aller très vite en besogne et vous allez me dire calme-toi. Si cette histoire avec Ryan Cherki, elle pouvait se terminer à San Mamés en juin, ce serait la plus belle chose du monde. Voilà, parce que l'histoire à la tête de l'assaut de Pierre Sage, si elle doit avoir une fin, elle doit être là, cette fin avec Cherki. Donc voilà, pitié qui reste. Pitié, John Textor, tu te démerdes, mais tu nous gardes Ryan Cherki cet hiver, s'il te plaît. Voilà. C'est bien enflammé, hein, quand même. Hein. C'est bien enflammé. Pas de fin. Oui, bah après, elle aura une fin, cette histoire, les gars. Hein. On peut pas rêver non plus. Je vais vous montrer vos notes à vous, qui sont à peu près similaires aux miennes, hein, comme d'habitude. Si ce n'est que vous avez été un peu moins généreux avec Corentin Tolisso. Vous avez un peu sous-noté par rapport à moi, mais je vous en veux pas. Vous avez surnoté Perry. Mon CDI pour cette histoire. Et tout, moi, mon CDI, mon appart, ma daronne, tout. Je mets tout sur le tapis. Voilà, et je voulais aussi vous montrer le classement des pronostics avant qu'on finisse, pour vous montrer que Joe TV a repris un point d'avance. Ça commence à sentir bon pour Joe. Hein. Il reste 2 matchs. On va faire les pronos exacts sur les 2 matchs, si vous voulez les rattraper. Du côté de Gigo Dagno, de Mike Damiano, de Bad Guns, de Genki Dama. Mais le maillot dédicacé, il commence à prendre la direction de l'appartement de chez Joe. Hein. Voilà. Si vous voulez pronostiquer, vous pouvez le faire hein, dans le chat, !prono, vous pronostiquez le score du prochain match. Et si vous êtes sur YouTube et que vous avez regardé le débrief avant 9h, vous pouvez toujours les pronostiquer dans le chat Twitch. Les pronos sont actifs dans le chat Twitch, même quand on n'est pas en live. Voilà. Défensivement dans l'axe, je suis toujours un peu perplexe. T'en penses quoi, toi? Je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi, Genesis. Je pense que l'axe de progression, il est là. Et je pense que s'il doit y avoir à un moment donné un renfort d'une manière ou d'une autre, ce sera pas cet hiver, mais probablement l'été prochain. C'est ça. C'est, à mon sens, le seul domaine où c'est encore perfectible. Même du côté de Niakate. Hein. Niakate, il a encore une marge de progression. Voilà. Regarde les datas de Cherki sur FBref, top 1 Europe. Ah non, mais je suis pas dans l'ironie quand je vous dis que c'est le meilleur joueur d'Europe actuellement. Je pense que c'est... Alors, le meilleur joueur d'Europe, non, parce qu'il y a quand même... excusez-nous, Mohamed Salah, Cole Palmer, Lamine Yamal. Mais il est dans le pool. Il est dans les 10. Dans les 10 joueurs aujourd'hui qui font le football en Europe. Voilà. On a terminé ce débrief. Il nous en restera 2 pour la fin d'année. Donc, merci encore à vous d'être nombreux. Il est minuit 45, on est en pleine semaine. Vous êtes 1005. Donc ça fait plaisir, merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de lâcher les petits subs si vous êtes abonné à Amazon Prime, c'est gratos, vous l'avez directement dans votre abonnement, de lâcher les petits pouces sur YouTube, de mettre des commentaires si vous n'avez pas les sous pour vous abonner ou si vous avez la flemme de vous abonner. C'est une manière de montrer son soutien d'une manière ou d'une autre. Nous, on se retrouvera dimanche pour le débrief du match contre le PSG en espérant une victoire, et derrière on se retrouvera mardi avec le live avec Christian Prudhomme pour parler de Tour de France et embrayer un petit peu sur le vélo. Je vous rappelle qu'il y a le replay des interviews des Coupes de France FDJ qui est sur la chaîne secondaire. Voilà, merci à tous ceux qui se sont abonnés également sur Twitch. Merci Quentin53, Clément, Chipo, Julien JJS, Tutur, Wells, Anto, Kilimeo, Antoine Jarre et Astac, merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Vous allez pouvoir vous la péter au bureau en attendant qu'on se prenne peut-être une branlée dimanche prochain. Prenez soin de vous. Bisous, à bientôt. Ciao.